Bonjour tout le monde, bienvenue à Shot en ce dimanche 22 mars 2026. Une journée spéciale car aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'eau. Alors que nous devions célébrer cette substance qui est la vie, car l'eau c'est la vie, aujourd'hui nous faisons face à une situation dramatique car cette eau, l'eau douce, est en train de disparaître sûrement, doucement mais sûrement. C'est ainsi que les Nations Unies, après multiples recherches, ont déclaré le 21 janvier 2026 une situation de faillite globale de l'eau, de Global Water Bankruptcy. La situation de la disparition de l'eau à travers le monde a dépassé l'étape du stress hydrique. La situation de la disparition de l'eau douce bien sûr, à travers le monde, a dépassé le stade de la crise de l'eau. Aujourd'hui, la situation du manque d'eau à travers le monde est entrée dans la phase de la faillite totale. Messieurs et madame, bienvenue désormais dans mon champ de bataille. L'eau douce ou alors l'eau potable, il n'y en a rien de plus bon. Combien de vous savez qu'aujourd'hui, c'était la journée internationale de l'eau? Cette substance qui fait la vie, sans elle, il est impossible de vivre sur Terre. Comment des milliards de personnes à travers le monde peuvent oublier qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'eau? Et plus grave, aujourd'hui, le monde fait face à une situation super critique. Cette eau-là, l'eau douce, l'eau potable, commence à manquer de manière dangereuse. Alors, avant d'entrer dans l'analyse de la situation de l'eau, il est préalable qu'on pose le décor, afin que chacun d'entre vous puisse saisir la situation critique du manque d'eau à travers le monde. Alors, l'eau, il faut savoir que globalement, l'eau occupe 70% de la surface du globe. 70%. Et on estime que ce volume-là, en volume, il y a 1400 milliards de kilomètres cubes d'eau à travers le monde. Sur les 1400 milliards de kilomètres cubes d'eau, 97% c'est de l'eau salée. Il n'y a que 3% qui est de l'eau douce. Et sur les 3% d'eau douce, vous avez 70% qui composent donc les glaciers, tout ce qui est les zones polaires, voilà. Et vous avez 29% de cette eau-là qui est dans les zones aquifères, donc dans le sol. Et il n'y a que 1% d'eau douce qui est facilement accessible. Sur les 1% d'eau facilement accessible, il y a 51% qui est dans les lacs, 1% dans les rivières, 38% dans le sol, 1% sous forme de vapeur d'eau et 1% qui constitue
qui est donc dans le corps des êtres vivants. Voilà comment l'eau se trouve dans les milieux du monde. L'eau qui donc disparaît de manière dangereuse, ce n'est pas l'eau salée, mais c'est l'eau douce. Celle qui constitue 3% de la quantité d'eau globale dans le monde. Alors, c'est quoi l'état de faillite globale d'eau à travers le monde? Pour mieux vous l'expliquer, je vais vous donner l'exemple d'une plante. Alors, on dit qu'une plante est dans un état de stress hydrique lorsque, par exemple, en pleine saison sèche, vous avez un coup de soleil, la plante va refermer ses feuilles, ok? Pour d'autres, elles vont refermer les feuilles, ou alors pour d'autres, les feuilles vont être dirigées vers le sol pour pouvoir réduire effectivement la transpiration de la plante. Alors, pour cet état de manque d'eau, il suffirait que vous irriguez, vous apportez l'eau à la plante va retrouver son état initial avec très peu d'impact sur son développement. Bien sûr, si l'état de stress ne dure pas pendant longtemps. Okay? Et avec peut-être pas de conséquences sur sa récolte ou bien sur le rendement. Okay? Dans l'état d'une crise hydrique, okay, vous venez de trouver que la plante a subi un manque d'eau pendant une très longue période, que pratiquement elle est courbée, elle veut tomber déjà. Les feuilles sont dirigées vers le bas ou bien alors complètement refermées. La plante est déjà en train de tomber, mais elle n'est pas encore tombée. Okay? À cette plante-là, lorsque vous apportez de l'eau, okay, il y a de fortes chances que elle va retrouver son statut initial, son développement peut être perturbé et il y a de fortes chances que le rendement escompté à la fin ne soit pas là. Parce que la plante a subi une période de manque d'eau pendant un long moment. Et ça a impacté son développement, ça a impacté aussi sur son rendement. Par contre, lorsque on dit que la plante est dans un état de faillite d'eau, lorsque vous arrivez, la plante est à terre. Elle est complètement à terre. Okay? Donc, dans cette situation-là, même si vous lui amenez de l'eau en quantité, en tonnes, elle ne pourra plus se relever. La quantité d'eau que vous pouvez lui ramener pendant qu'elle est en phase de faillite hydrique, aucune quantité d'eau ne peut la ramener dans la situation initiale. Donc vous voyez la différence entre une situation d'eau, une situation de stress hydrique, une situation de crise hydrique et une situation de faillite. Et c'est cette situation où aujourd'hui le monde se retrouve. Ça signifie que l'eau manque tellement dans les sols que même si on en apportait, même s'il pleuvait pendant des jours et des mois, on ne serait plus en situation de remplir les zones aquifères pour atteindre le niveau qu'on avait avant la période de la faillite globale de l'eau. Mais qu'est-ce qui a causé la faillite globale de l'eau dans le monde? Alors je vous explique. Alors beaucoup d'entre vous me diront que mais Martial, tu nous racontes du n'importe quoi. On nous a appris que aucune goutte d'eau ne se crée, et aucune goutte d'eau ne se perd. Vous avez totalement raison. Et lorsqu'aujourd'hui on dit qu'il y a un manque d'eau, ce n'est pas que l'eau a disparu dans le vide, c'est juste que l'eau est partie d'un milieu facilement accessible, dans l'eau douce, vers une zone où cette eau-là n'est plus facilement accessible. Donc, soit dans la mer, ou alors cette eau se retrouve très loin en profondeur. Qu'est-ce qui a causé tout ça? Ben, c'est les applications des humains.
c'est les applications des humains. Lorsqu'on fait les statistiques, on trouve que dans les applications, 70% de la quantité d'eau disponible, bien les prélèvements, vont dans l'agriculture. L'agriculture conventionnelle de masse, où on irrigue non-stop. Et on irrigue même quand on n'en a pas besoin. Parce qu'on veut pousser les rendements. On veut atteindre les rendements de 14-15 tonnes de maïs à l'hectare. Alors, 70% de cette eau-là finit dans l'agriculture. Vous en avez 20 pour les applications industrielles et 10 pour les applications domestiques. Sauf que, avec une pratique agricole à outrance, un labour à outrance qui a éventré les sols et l'utilisation des agrotoxiques, les sols se sont dégradés. Et avec la dégradation des sols, ce qui fait que lorsqu'il pleut, par exemple, au lieu que les 30% d'eau qui devaient être retenus par les sols, soit retenus par les sols, toute cette eau-là se retrouve en train de fuir pour aller vers la mer. Et les 70% repartent dans l'atmosphère. Alors, avec le changement climatique, l'atmosphère, dont l'air se réchauffe, et plus l'air se réchauffe, pour chaque augmentation d'1 degré, l'atmosphère, la capacité de l'atmosphère de retenir de l'humidité augmente de 7%. C'est énorme. Donc, on se retrouve dans une situation où l'eau douce est soit très loin dans le sol, soit cette eau douce-là est dans la mer, ou alors elle est retenue sous forme de vapeur dans l'atmosphère. D'où aujourd'hui la situation du manque d'eau dont on observe. Alors aujourd'hui étant la journée internationale de l'eau, je ne vais pas m'attarder sur les thématiques qui ont conduit au manque d'eau et les solutions dont on doit mettre en place pour pouvoir pallier ou alors s'adapter au désormais manque d'eau. Par contre, j'inviterai tout un chacun d'aller faire un téléchargement de ce document de Global Water Bankruptcy sur la page des Nations Unies, un téléchargement libre, de la lire et d'en faire et de la digérer. Moi, je l'ai lu depuis janvier, depuis le 21 janvier, à date à laquelle ce document a apparu, et ça a complètement changé mon comportement vis-à-vis de l'eau. D'abord, j'ai décidé que cette année, je ne veux pas arroser mes plantes. Et j'en ai mis un dispositif pour que mes plantes puissent survivre entre 2 pluies. Et de 2, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque je vais aux toilettes pour uriner, je ne vais pas tirer la chasse. Car vous savez, lorsque vous tirez une chasse d'eau, c'est autour de 5 litres d'eau pour les citernes, pour les toilettes nouvelles, et peut-être 10 litres d'eau pour les anciennes toilettes qui partent avec les urines. Alors dans une maison, il y en a 5, et que chaque fois que vous allez faire pipi, vous allez uriner, chacun va tirer la chasse. C'est 50 litres d'eau minimum qui finissent dans les égouts. À l'échelle d'une maison, c'est peut-être peu, mais lorsque vous le voyez à l'échelle d'une nation, nous sommes ici par exemple en Angleterre, plus de 70 millions, imaginez combien de litres d'eau sont utilisés pour pouvoir chasser, pour pouvoir évacuer, ne serait-ce que les urines. À l'échelle continentale, c'est beaucoup d'eau qu'on pouvait effectivement éviter de gaspiller. Alors, je vous invite d'aller le lire et de me suivre pendant toute cette semaine où je parlais de chaque thématique qui ont conduit à la situation globale de la faillite d'eau
et des solutions que chacun de nous peut exercer à son niveau, collectivement et individuellement, pour qu'on puisse s'adapter à la question du manque d'eau au moment où le changement climatique nous arrive comme 10 tonnes de ciment. D'ici là, je vous dis ciao ciao et on se voit là-haut, celui qui est là-haut m'amènera. Ciao.